Hugo incarne aujourd'hui le 19e siècle en littérature. Romancier populaire, poète engagé, il est l'auteur notamment des romans Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, des recueils de poésie, Les Contemplations, Les Châtiments ou Les Orientales. Homme de lettres donc, mais également homme politique, élu député en 1948, il fera des injustices sociales et de la peine de mort son combat. Contraint à l'exil en 1951 par Louis-Napoléon Bonaparte, il se réfugie 18 ans dans les îles anglo-normandes avant de revenir en France en 1970, une fois la Troisième République proclamée. Il meurt au printemps 85, il avait 83 ans. Voilà pour la carrière, mais au point de vue familial, sa vie fut tout aussi mouvementée. À 20 ans, il épouse Adèle Fouché, celle qu'il aime depuis toujours. Elle lui donnera 4 enfants, il les verra tous mourir. 11 ans après son mariage, il rencontre Juliette Drouet, une actrice. Elle sera sa maîtresse de tous les instants, 50 ans durant. 1843, c'est le drame de sa vie. Sa fille Léopoldine se noie ici, à Villequier. Elle n'avait même pas 20 ans. C'est donc pour tenter de mieux connaître l'écrivain, mieux connaître l'homme, que je vous propose de partir sur ses pas. D'abord à Paris, dans l'appartement que le poète occupa place des Vosges, alors place Royale, de 1832 à 1848. Y passant là 16 ans de vie mondaine et trépidante. Puis direction le château des Roches dans la vallée de la Bièvre, un endroit paisible où le poète venait se ressourcer, s'inspirer, à l'occasion de vacances familiales passées chez son ami Louis Bertin. Enfin, vous me rejoindrez dans un lieu émouvant, empreint de souvenirs et de mélancolie, Villequier en Seine-Maritime. Ici, la Seine coule tristement depuis un certain 4 septembre 1843, lorsqu'elle emporta la vie de Léopoldine Hugo et de son mari Charles Vacry. Elle n'avait même pas 20 ans. Mais pour l'instant, rendez-vous à Paris, place des Vosges. C'est au numéro 6 de la place des Vosges, alors place Royale, que Victor Hugo emménage en 1832 dans l'hôtel Rouen-Guéménée. Derrière ses fenêtres, l'écrivain passera 16 ans de vie mondaine et trépidante. Alors Victor Hugo s'installe ici en 1832. Alors quels événements va-t-il vivre durant son séjour ? C'est un jeune homme en fait, qui a 30 ans, qui s'installe avec sa famille, c'est donc Adèle, sa femme, et ses 4 enfants. Donc c'est déjà un écrivain célèbre. Il arrive juste après la bataille d'Hernani, la fameuse bataille qui a eu lieu dans le théâtre à la suite de sa pièce Hernani. Et puis il vit ici des jours plutôt heureux, plutôt très actif. Il est très très actif. Il va devenir pair de France à ce moment-là. Il va être sollicité politiquement par de personnes pour exprimer ses idées. Il va écrire beaucoup de choses, les Pures Graves. Il va entamer Les Misérables, qu'il continuera ensuite, qu'il réécrira plus exactement après dans son exil à Guernesey. Dans le Salon Rouge, Hugo reçoit ses amis du cercle romantique, les écrivains Sainte-Beuve, Balzac, Lamartine, Mérimée, Dumas, Gautier qui vient en voisin du 8 place des Vosges, ou encore les compositeurs Liszt, Berlioz et Rossini, soit à peu près le tout Paris des arts et des lettres. C'est là qu'il devient vraiment le chef de file du mouvement des romantiques, jusqu'en 1948 où il est obligé de partir en exil au moment de l'arrivée au pouvoir de Napoléon III. Et alors est-ce qu'il avait des rituels pour écrire ? Comment travaillait-il ? Il avait des rituels, il écrivait tout le temps, surtout. Il écrivait debout la plupart du temps. Ça allégeait sa circulation et ses jambes. Et il écrivait tout le temps, dès le matin. Ensuite, il faisait son courrier, puisqu'ils écrivaient beaucoup. Il y a beaucoup de correspondances qui nous sont restées. Il écrivait beaucoup à partir de 10h du soir, parce qu'il datait et il marquait l'heure aussi sur ses lettres. Donc il écrivait ses correspondances de 10h à minuit, 2h du matin, et puis ensuite il allait se coucher, et il travaillait sur ses écrits de 8h du matin jusqu'à 10h du soir. Et souvent d'ailleurs sa femme Adèle était très inquiète parce qu'elle ne le voyait pas du tout. Alors ici dans l'appartement il avait une sortie, il sortait directement depuis sa chambre, il sortait sans repasser par l'appartement, donc on ne savait pas très bien où il était et on ne voulait pas le déranger surtout. Lorsqu'il est arrivé à Guernesey en exil, il s'est passionné pour la chinerie, pour
les meubles anciens qu'il allait chiner partout. Et il adorait mélanger les meubles, les détourner de leur première propriété. Voilà, il a imaginé, alors toujours dans le même goût néo-gothique, puisqu'il adorait le gothique. Donc effectivement, ce sont des meubles qui sont d'un bois très foncé, très sculpté et très gothique dans l'esprit. Mais il mélangeait tout, il rassemblait les choses, il faisait des dessins, des croquis. Alors il s'amusait beaucoup, c'était sa grande liberté, il adorait ça. Il a même dit un jour que c'était finalement qu'il avait raté sa vocation. Je pense qu'il exagérait beaucoup. Mais il s'est vraiment passionné, il adorait le travail du bois, parce que c'était sans doute quelque chose de concret. Là, il voyait créer, c'était valorisant pour lui. Et oui, les produits dérivés existaient déjà du vivant de Victor Hugo. Encre, calendrier et autres figurines sont rassemblées dans ce petit musée populaire. Alors dans quelle salle sommes-nous ? Alors nous sommes dans ce qu'on appelle le salon chinois, c'est-à-dire c'est une salle, une pièce qui avait été imaginée par Victor Hugo, dont il a imaginé les décors, qu'il a dessinés, il a fait graver, il a peint pour la maison de Juliette Drouet à Guernesey, lorsqu'il est parti en exil. Donc il a inventé de toutes pièces ce décor à la méthode chinoise et il s'est amusé à dissimuler des petites choses qui l'amusaient beaucoup. Il a mis ses initiales partout, des VH qu'il a mélangés à ceux de Juliette, des JID. Voilà, c'est un petit jeu de piste en fait qu'il propose aux gens pour découvrir toutes les possibilités, mélanger les chinoiseries, les clins d'œil, et puis ce qu'il aimait, c'est-à-dire rassembler les assiettes, par exemple, qu'il allait chiner lors de ses périples sur l'île. Voilà, donc c'est un décor qui a été entièrement démonté et replacé ici à la maison Victor Hugo à Paris. « 162 ans après, la maison de la Place Royale, devenue musée dès 1903, a subi quelques transformations, mais elle a gardé une atmosphère, une âme, comme un parfum de 19e siècle. À présent, gagnons Bièvre, au sud de Versailles. Qu'est-ce que Victor Hugo affectionnait ici ? Donc Victor Hugo venait chez les Bertin ici. C'est la vue là, qu'il avait lorsqu'il arrivait ici. Il venait en calèche. Bertin a envoyé sa calèche à Sceaux, car Hugo prenait la diligence de Paris pour venir jusqu'à Sceaux. Et à Sceaux, il prenait la calèche que lui envoyait Bertin pour venir ici avec sa femme et ses enfants. Donc c'est un lieu de vacances pour Hugo. Il vient sur une dizaine d'années. Au départ, il vient pour le salon Bertin. Mais en fait, une amitié s'est créée entre les deux personnages et il vient aussi pour les vacances. Donc c'est pour Hugo un lieu où il va passer un moment en famille. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature, donc le lieu évidemment se prête à des promenades qu'il affectionnait particulièrement. Et puis c'est un lieu où la présence de la nature l'amène à méditer et il écrira de très nombreuses poésies lors de ses nombreux séjours au château des Roches. Ici durent longtemps les fleurs qui durent peu. Ici l'âme contemple, écoute, adore, aspire et prend pitié du monde, étroit et fol empire, où l'homme tous les jours fait moins de place à Dieu. Alors Victor Hugo, quand il vient au château des Roches, devait s'inspirer évidemment beaucoup du parc, car il aimait deux choses, le parc et la musique. Et que quand il s'installait, il y restait longtemps. Et il observait vraiment jusqu'au moindre détail, les moindres petits insectes, le moindre brin d'herbe, devenait l'occasion pour lui de restituer vraiment la beauté du paysage qu'il avait sous les yeux. Donc Hugo n'est pas un enfant de l'image, c'est un enfant du mot. À l'époque du 19e siècle, il n'y a que le journal, il n'y a ni radio, ni télévision. Donc il doit tout restituer par les mots. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent, tout ce que lui inspire la nature. Alors en plus chez Hugo, dans l'observation de la nature, il y a aussi
le moyen de s'interroger sur le sens de la vie et de la mort. Pour Hugo, on est des êtres humains, on doit s'interroger sur cette question fondamentale de la vie et de la mort. Et la nature l'a inspiré beaucoup pour ce genre de pensée. Alors, par exemple, ici, vous avez cette vue magnifique, avec la vue sur l'étang, avec loisir à penser et à observer. Et pour finir, cap sur Villequier, en Seine-Maritime. C'est en 1820 qu'Isidore Vacry fait édifier à Villequier, près du Havre, sa maison de vacances sur les bords de Seine. La famille Vacry donc, est une famille à l'origine de pilotes ils sont originaires du Havre, ils se sont progressivement enrichis jusqu'à devenir armateurs. Le cadet des 3 enfants, Auguste, est un lycéen surdoué, épris de littérature et surtout de l'œuvre de Victor Hugo. Auguste que vous avez ici et qui est en fait le lien entre les familles Vacry et Hugo. Après lui avoir adressé maintes lettres enflammées, il est enfin reçu par le poète à Paris, place Royale, et côtoie ainsi dans le Salon Rouge les plus grands écrivains de l'époque. Et progressivement, il est lui-même devenu poète, auteur dramatique et aussi journaliste. Il est toujours resté un grand proche, un grand ami de Victor Hugo. Il a été véritablement considéré comme un 3e fils. Nous reparlerons d'Auguste Vacry plus tard. Pour l'instant, préoccupons-nous de Léopoldine, la fille aînée de Victor Hugo. Sa fille aînée, donc Léopoldine, a vraiment été, si on peut dire, le plus grand amour de sa vie. S'il y a une femme à laquelle il est resté fidèle jusqu'au bout, finalement, c'est Léopoldine. Elle a été véritablement l'âme du foyer. Elle était toujours présente. On recevait les amis, y compris les sommités de l'époque, en présence de Léopoldine. Donc c'était quelque chose de nouveau à l'époque dans les salons parisiens dont les enfants étaient exclus. Elle a été le premier enfant à participer à la vie mondaine. Elle est tombée amoureuse en 1839 lors de son premier séjour à Villequier. Elle était venue donc avec ses frères, sa sœur et sa mère sur invitation d'Auguste Vacry. Auguste Vacry était amoureux d'elle, mais ce n'est pas lui qui a trouvé grâce à ses yeux, c'est son frère aîné Charles. On peut se demander pourquoi une demoiselle aussi brillante et à laquelle s'offrait un si grand avenir est allée jeter son dévolu sur un jeune homme qui était somme toute assez fade et qui n'était pas un intellectuel, qui n'avait rien de brillant. Alors que son frère était lui un jeune homme qui aurait trouvé grâce aux yeux de son père. Mais non, ce qu'elle a cherché finalement, c'est un homme qui était l'opposé de son père. Les choses ne se sont pas faites sans mal. La relation est restée secrète en fait jusqu'en 1842. Lorsque la demande a été faite à Victor Hugo, les choses ont été extrêmement difficiles. D'abord parce qu'il s'est senti trahi en apprenant que sa femme et sa fille, finalement, complotaient derrière son dos depuis plusieurs années et lui cachaient quelque chose d'aussi important. Donc il a été extrêmement blessé et froissé. Et ensuite, il a fait à peu près tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher ou pour retarder. Il a prétexté des douleurs dans les mains pour ne pas pouvoir signer et ne pas pouvoir répondre au courrier de monsieur et madame Vacry, donc, qui demandait la main de Léopoldine. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve ensuite dans Les Misérables, lorsque Jean Valjean refuse de signer l'acte de mariage de Cosette en prétextant qu'il a mal au bras. Finalement, le mariage est célébré le 15 février 1843, place Royale, un jour bien triste pour la famille Hugo, qui voit s'éloigner la Didine adorée. Et aussitôt après le mariage, les 2 jeunes mariés sont partis pour le Havre, où ils ont vécu donc, jusqu'à leur mort. En fait, elle découvre une vie qui est bien terne par rapport à tout ce qu'elle avait pu connaître à Paris, de mondanité, de bal, de sorties au théâtre, puisqu'elle elle participait totalement à la vie de ses parents. Là, elle se retrouve confinée en fait dans un intérieur bourgeois, provincial. Elle découvre en fait la solitude et l'ennui. 31 août 1843. Victor Hugo et Juliette Drouet visitent le lac de Gaupe dans les Pyrénées. Un guide leur raconte qu'un couple de jeunes mariés y a trouvé la mort, noyé quelques mois plus tôt. Était-ce là un signe du destin ?
5 jours plus tard, le 4 septembre 1843, Léopoldine, Charles, son oncle, et le fils de ce dernier se rendent en bateau à Côtebec-en-Caux, chez le notaire de la famille. L'allée se passe sans encombre, mais au retour, c'est le drame. Donc au lieu-dit le Dodane, qui est un petit peu plus loin qu'on peut voir d'ici, en fait entre deux collines, il y a une sorte de couloir. Dans ce couloir, le vent s'engouffre et le courant d'air affecte la barque, qui était donc mal lestée avec des pierres, se renverse. Toutes les pierres ont roulé du même côté et l'embarcation a versé. Il n'y aura aucun survivant, tous les 4 mourront noyés. Madame Vacry donc sera la première à avoir la nouvelle puisqu'elle était à Villequier. Madame Hugo, elle, est avec les enfants au Havre. Elle est avertie quelques heures plus tard par Auguste Vacry. Et bizarrement, on lui apprend la nouvelle et on la met dans un train avec ses enfants, on la renvoie immédiatement à Paris. Ce qui fait que lors de l'enterrement, quelques jours plus tard, il n'y aura aucun membre de la famille Hugo. Victor Hugo n'apprendra la nouvelle que 5 jours après, en lisant un journal à Rochefort où il est en voyage avec Juliette Drouet. Il est à plusieurs centaines de kilomètres de sa famille et en dehors du chagrin, la première chose qu'il ressent, c'est une culpabilité absolument immense. Puisqu'il a abandonné sa femme et ses enfants pour partir en vacances avec sa maîtresse. C'est quelque chose de terrible et finalement il en veut un petit peu à Juliette Drouet d'être là et d'être vivante alors que lui a trahi les siens et il repart aussi vite qu'il le peut à Paris retrouver sa femme et les 3 enfants qui lui restent. C'est un deuil finalement que lui et son épouse porteront jusqu'à la fin de leur vie. L'ombre de Léopoldine sera toujours présente avec eux, auprès d'eux. On le voit durant la période de l'exil avec l'épisode des tables tournantes, où la première personne que l'on appelle lorsqu'on fait tourner les tables, c'est Léopoldine. On peut dire que la vie de Victor Hugo est coupée en deux, en quelque sorte. Il y a, comme il le dit très bien dans les Contemplations, il y a le passé avec Léopoldine, et il y a donc après septembre 43 et ce deuil absolument terrible et irréparable. Victor Hugo s'éteindra 42 ans plus tard, en 1885. Après 3 jours de deuil national et des funérailles grandioses, il sera inhumé au Panthéon à Paris. Mais son cœur, lui, demeure au petit cimetière de Villequier, auprès de sa fille adorée, Léopoldine.